connaît pas encore, ce qui est bon signe. Moi, je suis Philippe Charlier, j'ai 47 ans, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue. Le but de cette rencontre aujourd'hui est d'essayer de vous expliquer comment la médecine légale peut être utilisée pour l'histoire, tout simplement, pour des squelettes qui sont anciens, des squelettes qui peuvent être archéologiques, qui peuvent même être paléontologiques, c'est-à-dire des préhumains, tout simplement. Alors, je vais vous parler pendant 1 heure à peu près, et je remercie déjà beaucoup les services du musée de la préfecture de police de Paris de m'accueillir dans ces lieux que je connais bien, parce que moi j'habitais 35 boulevard Saint-Germain pendant très très longtemps, donc à 20 mètres à peu près, et je venais assez souvent. Je vois des têtes connues et des amis qui sont ici, donc ça fait plaisir. Et voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous surtout, merci. Vraiment. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange. Hein. C'est surtout, enfin, pour moi, c'est le meilleur moment, vous imaginez bien, parce que ces histoires-là, je les connais, mais voilà, vous faites germer des questions et assez souvent des réponses audacieuses, donc n'hésitez pas à noter toutes ces petites questions. Je vais d'abord vous faire travailler un tout petit peu. Vous allez reconnaître quelques-uns des patients sur lesquels on a pu travailler, parce que je dirige un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie. Et là, ce sont quelques-uns de nos patients. Alors, est-ce que vous en reconnaissez quelques-uns? Alors, j'ai entendu Colbert, mais il n'y a pas Colbert. Non. Alors, c'était lui? Ça, c'est Henri IV. Non, c'est pas Sully, mais il a un peu la même barbe, je suis d'accord. C'est Galilée. Ouais, là, c'est niveau difficile. Non, pas Hugues Capet. Ils se ressemblent tous. Ça, c'est une réponse que je ne peux pas accepter. C'est Richard Cœur de Lion, Richard Ier, roi d'Angleterre. Wow, quand même. Lui, Robespierre, exactement. Mais visage idéalisé de Robespierre. Jeanne d'Arc. Il y a une place au milieu, devant, si quelqu'un veut. Là, c'est qui? Alors, c'est pas au sommet de sa beauté. La reine Claude, non, non, non. C'est Diane de Poitiers, la maîtresse officielle du roi de France Henri II, morte à 66 ans en 1566, et là, elle avait 65 ans. Donc, voilà. Elle n'était pas loin de lâcher la rampe. Là, vous avez qui ici? Descartes, magnifique. Agnès Sorel, qu'on reconnaît généralement pas par son visage. Et Louis XVI, c'est parfait. Et bien voilà, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous été en petits bouts, si on peut dire, des patients qui sont venus dans notre laboratoire. Et vous allez voir qu'ils ont eu chacun un intérêt assez notable, tout simplement, pour soit reconstituer des pans de l'histoire de France, soit pour reconstituer des petites parties de leur propre existence. Alors je vais commencer avec un des patients, qui est d'ailleurs une des patientes les plus anciennes, vous l'avez reconnu, c'est Lucie, dont un double du squelette n'était pas très très loin d'ici, au Collège de France, dans le bureau de Yves Coppens. Et il nous est arrivé plusieurs fois avec Yves de réexaminer ce squelette, et notamment une fois particulière où il y avait un rhumatologue qui avait publié aux États-Unis un article retentissant. Et ce rhumatologue disait que les fractures qu'on voit au niveau des humérus, au niveau des ulna, donc cubitus pour vous, et radius des deux côtés, du fémur gauche et du tibia et péroné droit, étaient liées à une chute d'une grande hauteur. En gros, elle s'était réfugiée pendant la nuit pour dormir dans un arbre, pour se protéger des grands fauves, ce que font d'ailleurs parfois les grands singes, pour éviter de se faire boulotter pendant leur rêve par une hyène ou ce genre de choses. Et est-ce qu'elle avait fait un cauchemar? Est-ce qu'elle s'était retournée, mais ce n'est pas un matelas, elle s'est retournée sur sa branche et du coup elle est tombée. Et donc l'hypothèse était qu'elle s'était fracturé les 4 membres et qu'elle en était morte. Ça nous a semblé un joli conte à raconter pour les enfants avant qu'ils s'endorment, à Yves et moi, et du coup on a décidé de réexaminer scientifiquement le squelette et de, pour une fois, chercher la cause de la mort de cette femme, ce qui était assez inédit. Et on s'est rendu compte que sur le squelette, au niveau du bassin, il y avait des traces qui n'étaient pas des traces d'insertion musculaire. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de médecine, hein. Normalement tout doit être compréhensible par vous. C'était des traces qui ressemblaient assez à des traces de crocs, de prises par des dents, telles que celles que moi j'avais observées sur des bassins de surfeurs de la Réunion qui étaient arrivés à l'Institut médico-légal dans des gros pots de formol, adaptés à la taille du bassin, et qui, eux, s'étaient fait croquer, si je peux dire, malheureusement, par des squales, par des requins. Et donc, ça nous avait été apporté pour qu'on mesure l'espacement entre les dents et qu'on puisse reconstituer l'espèce de requin, tout simplement. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que Lucie s'est faite manger par un requin, c'est pas Sharknado non plus, mais en fait, c'était au moins une trace de prise, tout simplement. Alors, on en avait d'un côté, de l'autre côté, on en avait également un axe de prise qui pouvait être reconstitué en fonction de cet espacement des zones d'attaque, si on peut dire. Et c'est là qu'on a travaillé en médecine légale, sur d'autres cas publiés dans la littérature biomédicale, et on s'est rendu compte que en Tasmanie, cette île qui est au sud de l'Australie, ou dans les Everglades, donc au sud des États-Unis, côté Floride, eh bien, il y avait des attaques, cette fois-ci, par des crocodiles.
Et la technique de chasse du crocodile, je l'ai apprise à ce moment-là, donc je vous la transmets. Le crocodile, vous les femmes, il va plutôt vous croquer au niveau des fesses. Nous les hommes, il va plutôt nous croquer au niveau du ventre, pour des questions, on va dire, d'accessibilité et de choses à manger. Voilà, j'essaie d'être diplomate, tout simplement. Et je ne regarde personne, surtout dans la salle, ni à la porte d'entrée. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont croquer et tout de suite goûter. Et si jamais c'est à leur goût, eh bien, ils vont maintenir leur pression et attirer la personne sous le niveau de l'eau. Et avec leur grosse queue, ils vont imprimer un mouvement de rotation à la proie, qui devient du coup la victime, parce que ça va lui briser les os des 4 membres, comme Lucie que vous avez vu tout à l'heure. Et si on retourne un petit peu en arrière, eh bien peut-être que les zones du squelette qui sont manquantes, ce sont des zones qui ont été mangées tout simplement par cet animal qui a fini son repas, mais qui, vous voyez, a laissé beaucoup de relief sur le bord de l'assiette. Okay. Et dans la même couche stratigraphique que Lucie, ont été retrouvés en effet des squelettes de crocodiles. Donc on a vraiment un unicum, on a vraiment une logique stratigraphique, si on peut dire. C'est comme si on retrouvait la victime et l'assassin dans la même couche stratigraphique. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été réunis? Parce que Lucie a vraiment passé une très très mauvaise journée ce jour-là. Elle a été prise ensuite dans une coulée de boue, d'accord, dans un glissement de terrain. Ouais. Quand vous dites « j'ai pas de chance », dites-vous « il y a pire que vous, il y a Lucie ». Et voilà. Donc, alors c'est pas forcément passé le même jour, c'est pas forcément les crocodiles qui l'ont mangé, qui ont été retrouvés à côté d'elle. Enfin voilà, faut pas se raconter des contes, hein, tout simplement. Mais il y a en tout cas un unicum, si on peut dire, chronologique qui unit ces différents éléments. On reste un peu dans la préhistoire, mais avec une préhistoire bien plus proche de nous et surtout bien plus ressemblante à nous, avec ce cas qui est celui de Cro-Magnon 1. Alors ces Cro-Magnon 1, c'est nous, c'est Sapiens tout simplement, c'est notre espèce d'homme moderne. C'est un squelette qui a été retrouvé dans les années 1860 aux Aisy, en Dordogne, dans non pas une grotte, mais un abri sous roche, c'est-à-dire un avène. Et il y a une tache, plutôt il y a une lésion, c'est pas une tache, plutôt un creusement, vous voyez, qui est ici, au niveau du front, qui fait 4 cm de diamètre, et qui, dès le départ, a étonné les gens. Alors, je vous ai spécifié cette topographie du lieu de découverte du cadavre, parce que lorsqu'ils se sont rendus compte de cette lésion, ils ont suspecté que c'était les gouttes d'eau qui tombaient du plafond et qui avaient érodé l'os au fur et à mesure. Hypothèse originale, mais hypothèse malheureusement qui ne se vérifie pas sur le plan scientifique. Ensuite, d'autres y ont vu la tuberculose. D'autres y ont vu la syphilis. Donc chaque personne, en fait, voyait un peu la maladie du moment, tout simplement. Un peu plus tard, quelqu'un y a vu une histiocytose X, maladie rarissime, 50 cas dans le monde, mais forcément, il y avait Cro-Magnon. Ensuite, quelqu'un y a vu un sarcome de Kaposi. Alors, sarcome de Kaposi, c'est la forme cancéreuse du VIH au stade de SIDA. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc voilà, en gros, chaque médecin calquait sa marotte, et donc nous, on a décidé de faire un examen médical sérieux et de considérer que c'était un patient comme un crâne, hein, retrouvé le long d'une voie ferrée, qu'on peut nous apporter par la gendarmerie ou par la police dans une enquête de découverte de cadavres et de cadavres X tout simplement. Donc identification. Premier examen qu'on a fait, c'est un examen scanographique. D'habitude, quand vous passez un scanner, c'est un scanner hospitalier, un scanner moderne, classique, et donc le pixel est à 1 mm. Ce qui est déjà pas mal. Là, on a fait ce qu'on appelle un micro-CT scanner. C'est un scanner qui est ultra précis, ultra fin, et le pixel est à 6 microns, c'est-à-dire la taille d'un globule rouge, d'accord? Donc ça nous permet d'avoir quasiment une coupe histologique, et du coup de voyager à l'intérieur de cet objet. C'est extrêmement irradiant. Si on vous fait un micro-CT scanner, vous avez une leucémie une semaine après, donc on n'en fait pas. Mais lui, évidemment, est complètement inerte, ça n'est plus un être vivant, c'est un patient, mais il est mort. Et donc, on s'est rendu compte qu'il avait une petite anomalie assez particulière, qu'il avait en fait les conduits auditifs internes, c'est-à-dire l'oreille interne pour nous, qui étaient complètement asymétriques d'un côté et de l'autre. En gros, il y avait une tumeur, on appelle ça nous un processus expansif, une tumeur bénigne probablement, qui grossissait au fur et à mesure à l'intérieur de son oreille et qui érodait l'os tout simplement. Ensuite, on a comparé le crâne de Cro-Magnon 1 avec des séries de crânes qui sont conservés dans les instituts médico-légaux pour certains, dans les instituts d'anatomie pour d'autres, dans les universités, au Muséum national d'histoire naturelle, parce qu'au XIXe siècle et à la fin du XIXe, début du XXe, l'époque de Bertillon, hein, notre cher Bertillon qui est ici, le cher Alphonse, eh bien, au même moment, on gardait dans les universités médicales, ou vétérinaires aussi, eh bien, des patients qui avaient un âge, un sexe bien précis et caractérisé extérieurement, et aussi des maladies bien caractérisées. On ne les enterrait pas, on gardait ça pour l'enseignement et pour la transmission du savoir. Alors ça ne se fait plus maintenant, évidemment, mais pour nous c'est extrêmement utile, et ça nous fait toute une collection de références de maladies du passé, parfois à des stades historiques de développement, faute de traitement.
Et on a trouvé une maladie qui correspondait exactement à cette lésion au niveau du front, aux lésions au niveau de l'oreille interne, à d'autres lésions encore secondaires que je ne vais pas forcément vous décrire dans le détail. Et c'est une maladie qui s'appelle la maladie de Recklinghausen, la neurofibromatose de type 1. C'est une maladie que vous connaissez peut-être si vous avez vu Elephant Man. Elephant Man, c'est le stade ultime, on appelle ça la maladie royale, parce que c'est vraiment le stade ultime, le plus développé de cette maladie. Cro-Magnon, ce n'était pas à ce stade-là, mais c'était quand même déjà un tout petit peu pas mal. Vous voyez, la lésion qu'il a au niveau du front, en fait, ça correspond à une tumeur bénigne qui poussait et qui érodait l'os de l'extérieur. Et ces lésions qu'il avait au niveau d'une des deux oreilles internes, c'était la même chose. Et vraisemblablement, il était sourd, d'ailleurs, à cause de ça. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer le visage de cet homme, qui ne correspond pas tout à fait au visage de Cro-Magnon tel qu'on peut l'imaginer, mais qui correspond... alors on n'a pas voulu faire une dichotomie trop importante entre Cro-Magnon, qui est en costume-cravate, peut-être pas un wax, mais costume-cravate, et rasé de près, bon, ça c'est pas moi, plutôt le caméraman, mais plutôt un look de hipster, vous voyez, parce que rien ne dit qu'on avait vraiment une possibilité de se raser à l'époque. Voilà, et les cheveux un peu collés par paquet de 10, ce genre de choses. On voulait vraiment casser cette dichotomie, cette opposition systématique entre Néandertal, le préhumain, et Cro-Magnon, l'humain, tiré à 4 épingles. Voilà, c'est un peu volontaire. Autre patiente dont je voudrais vous parler, c'est Marie-Madeleine. Alors avec des guillemets, bien entendu, avec des guillemets. Alors là, on fait vraiment un saut dans le temps. On est supposé être au 1er siècle après Jésus-Christ, enfin au moment même de... sachez qu'il y a une vieille légende qui traîne en Provence, qu'on appelle la légende provençale, qui raconte que, au début des persécutions contre les chrétiens, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée, Marie-Sarah, Marie tout court, Maximin, Marthe, Lazare et Sidoine, pour une fois je m'en suis souvenu de tous, prennent le bateau en Terre Sainte et ils vont fuir les persécutions. Le bateau va miraculeusement les porter sans encombre, limite à la surface des flots comme un surf, à Chypre, en Crète, à Malte, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, et à la fin ils arrivent aux Saintes Maries de la Mer, d'où le nom bien entendu. Et là ils vont se disperser. Je ne vous fais pas la dispersion, sinon on est encore là à 18 h, mais sachez que Marie-Madeleine, elle va remonter un tout petit peu, elle va aller dans le massif de la Sainte-Baume, dans une grotte, expier les crimes de son ancienne vie, entre guillemets, pendant 33 ans. Au bout de 33 ans, après avoir vécu avec juste des baies et en léchant le mur pour boire un peu d'eau, elle, pas de mauvais esprit, elle redescend, elle se signale à Maximin, qui entre-temps est devenu évêque de Aix-en-Provence, elle expire chastement dans ses bras, et il l'enterre dans un tombeau gallo-romain abandonné, qui va devenir ensuite une chapelle, puis une église, puis une basilique, et c'est d'ailleurs, depuis les temps médiévaux, le 3e lieu saint le plus important de la chrétienté. Donc c'est pas rien. Le premier, vous savez, le premier lieu saint de la chrétienté, le plus important? Le Saint-Sépulcre. Okay. Le 2e lieu saint le plus important de la chrétienté, classement médiéval? Saint-Pierre de Rome. Non, Lourdes, ça n'existait pas encore. Ben non, on est à l'époque médiévale. Et le 3e, c'est celui-ci. Et le 4e, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Je vous le dis, ça peut être utile à un trivial poursuite. Alors, je continue un tout petit peu, non pas dans mon évangélisation, hein, bien au contraire, on est dans un lieu laïque et rassurez-vous, je respecte ça, mais c'est juste pour vous raconter la légende, tout simplement. Ça c'est raconté d'ailleurs dans la légende dorée de Jacques de Voragine. Donc on a un appui qui est historique pour certains et un peu hagiographique pour d'autres, donc la vie des saints. Et bien lorsque cet homme, Jésus, sort du tombeau qui est là et que Marie-Madeleine s'accroche à son vêtement, eh bien, il la repousse gentiment mais fermement avec 2 doigts qu'il pose sur son front. Et tout ce que Jésus, dit la tradition, touche après la Pâque, ne va pas se décomposer. C'est pour ça qu'on a ici, au niveau du front, du crâne de Marie-Madeleine, que vous allez voir après, l'empreinte des 2 doigts du Christ. Et pareil, on a les cheveux de Marie-Madeleine parce que dans la tradition, elle a essuyé les pieds du Christ. Je ne fais pas du tout de prosélytisme, hein, je vous raconte la légende, cette partie-là de la légende, qu'on se comprenne bien, mais surtout, c'est intéressant de voir cette explication de pourquoi ces secteurs anatomiques ont été préservés et pourquoi on a pu les étudier. Alors voilà le reliquaire qui est dans la crypte de la basilique de Saint-Maximin à Sainte-Baume, absolument magnifique, très très beau, de la grande pièce d'orfèvrerie 19e siècle, parisienne en l'occurrence, et le travail pour lequel on avait été sollicité par l'évêché de Fréjus-Toulon était de reconstituer le visage de cette femme, sans pouvoir faire pour autant des prélèvements à visée de datation carbone 14 ou d'analyse génétique. Donc c'était purement morphologique, d'accord?
on n'allait pas donner un argument en faveur ou en défaveur de l'authenticité de ces restes. Ça, c'est l'étape supplémentaire. Et cette demande de prélèvement complémentaire, elle est en ce moment sur le bureau du pape François. Et on attend une signature. Alors, comme on ne pouvait pas ouvrir le reliquaire et donc pas faire non plus de prélèvement, on a fait un relevé complet de plein de photographies à la surface de cette tête, ce qu'on appelle une photogrammétrie. C'est la même chose qu'on fait également sur les corps qui nous sont donnés pour analyse médico-légale. Et vous voyez, à chaque fois, on a un petit degré de différence entre chacune de ces photos, ce qui nous permet de tout injecter ensuite dans un ordinateur et de réaliser un double numérique en 3 dimensions qui est extrêmement fin. On a un degré de précision qui est au 10e de millimètre. Donc c'est plutôt pas mal en termes d'anthropologie physique et de ce qu'on appelle la paléopathologie, c'est-à-dire la médecine appliquée aux restes humains anciens. Alors, on a travaillé également sur les cheveux. Vous voyez ici l'examen des cheveux en loupe binoculaire et la mèche de cheveux, la tresse de cheveux, qui est un peu organisée comme un pendant en tout petit de la couronne d'épines du Christ qui est à Notre-Dame de Paris, pas très loin d'ici. Alors, les cheveux dits de Marie-Madeleine, c'est comme vos cheveux à vous tous et toutes. Ce que je vois au sommet de votre tête n'est pas forcément la couleur naturelle. D'accord ? Et si je veux voir la couleur naturelle, soit je vais ailleurs, soit je regarde... Non, mais on se comprend. Soit je regarde... Rassurez-vous, ça va rester absolument professionnel. Mais c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, évidemment, quand on est médecin, et a fortiori médecin légiste. Soit on va regarder au microscope, tout simplement, vos cheveux. Et là, en l'occurrence, les cheveux dits de Marie-Madeleine, ce n'était pas une teinture intravitam, quoique vous allez voir, c'était surtout beaucoup de dépôts à la surface causés par la fumée des bougies, par l'encens et par la poussière. Imaginez quasiment plus de 1000 ans d'exposition à de tels polluants, entre guillemets, post-mortem, ça vous fait une bonne teinture. Il y a une place devant ici, si ça vous tente. Alors, à l'examen microscopique, on s'est rendu compte que, il y avait en effet... c'était bien des cheveux humains d'abord, parce que ce n'est pas forcément évident extérieurement. C'était bien des cheveux humains. On a confirmé la nature humaine des cheveux. On a confirmé également la couleur par l'importance et la topographie et l'aspect de ces pigments de phéomélanine qui sont à l'intérieur et au centre des cheveux. Et on a pu dire que c'était des cheveux qui étaient brun foncé, donc bien moins noirs que ce qu'on constatait extérieurement. Mais surtout, il y avait plein de dépôts à la surface. Et moi, plus c'est sale, plus j'aime ça. Parce que c'est toutes les étapes entre le décès de l'individu et le moment même de l'examen qu'on peut reconstituer par toutes ces saletés déposées jour après jour et siècle après siècle. Alors on est passé à un examen complémentaire qui est celui du microscope électronique à balayage. Et là on a vu que d'abord les cheveux avaient été coupés avec un instrument qui n'était pas très bien aiguisé, parce que vous voyez que c'est en partie écrasé, et ensuite ça tombe de façon assez abrupte. Donc ça, c'est l'apanage de ciseaux mal aiguisés. C'est comme si vous vouliez vous couper les cheveux avec des ciseaux de maternelle, vous voyez, à bourron. Ça ne coupe pas, c'est fait d'ailleurs exprès pour ne pas couper, et ça arrache les cheveux plutôt qu'autre chose. On reconnaît bien l'aspect caractéristique de la surface des cheveux, qu'on voit dans toutes les publications et toutes les publicités pour les shampoings à la télévision, avec cet aspect en écaille de poisson, plus ou moins abrasé. Et puis on voit des petites choses apparaître à la surface qui sont vraiment des saletés, mais des saletés qu'on aime bien, nous, en médecine légale. C'est ce qu'on appelle des diatomées. Alors les diatomées, ce sont des algues qui sont présentes, alors pas dans les bouteilles de cristalline en l'occurrence, mais qui sont parce que c'est filtré, mais qui sont présentes plutôt dans les flaques d'eau qu'on a passées avant de rentrer dans le commissariat du 5e, d'accord, ou dans l'eau qui circule tout simplement, l'eau vive, si je peux dire. Et c'est spécifique d'un moment donné et d'un lieu donné. Si vous repassez dans une semaine pour une autre conférence sur la même flaque d'eau, ça ne sera pas du tout la même composition chimique, ça ne sera pas non plus la même composition de diatomées. C'est fonction du pH, de l'hygrométrie, de la température, que sais-je encore. Évidemment, on est allé prélever à l'intérieur de la grotte de la Sainte-Baume pour voir si on avait quelques correspondances de diatomées. Absolument pas du tout la même chose. Et pour cause, ces diatomées que je vous montre là, ce sont des diatomées qui sont fossiles. Ça a plusieurs centaines de millions d'années, donc ça n'est pas contemporain de cet individu de façon certaine. Que ce soit Marie-Madeleine ou pas Marie-Madeleine, on est sûr et certain que ce n'est pas contemporain. En fait, ce sont des cyclotélas, des petits diatomées qu'on retrouve dans l'argile, ce qui signifie qu'il y a eu deux possibilités pour expliquer la présence de cette argile, visible uniquement sous cette forme-là, à la surface des cheveux. La première, c'est du bon sens. Elle est enterrée dans un sarcophage, donc un cercueil en pierre, dans le sous-sol de la basilique Saint-Maximin. Il est possible qu'il y ait eu de l'argile qui soit rentrée dans les interstices et qui ait recouvert une partie de son corps. Donc une sorte de teinture ou de dépôt post-mortem.
c'est une hypothèse qui ne tient pas, tout simplement parce qu'il faut faire 82 km pour trouver le premier gisement d'argile quand on part de Saint-Maximin. Donc, on va sortir tout de suite cette hypothèse. Celle qui tient beaucoup plus, c'est celle d'une teinture intravitam des cheveux. En fait, l'argile est utilisée comme traitement contre les parasites, et notamment contre les poux. Si jamais vous avez des poux, ou vos enfants ou petits-enfants ont des poux, vous avez soit les produits en pharmacie, genre Parapoux, bien toxique, efficacité plus ou moins, mais cher. Ou alors vous avez autre chose, c'est la mayonnaise par exemple, ça marche très bien. On a juste l'impression de dormir à côté d'un plateau de fruits de mer après, mais c'est un peu différent. Mais ça marche très très bien, ça asphyxie les lentes, ce genre de choses. Ou l'argile, un peu plus difficile, mais efficace. Donc c'est un traitement antiparasitaire, tantôt préventif, tantôt même curatif. Et puis l'autre chose aussi, c'est la teinture. Quand vous rajoutez de l'argile sur des cheveux qui sont brun foncé, vous obtenez des cheveux qui sont blond roux, en fait ce qu'on appelle un blond vénitien, comme sur les peintures du Tintoret ou de Carpaccio. Et c'est amusant ou intéressant parce que c'est exactement la couleur des cheveux avec laquelle on représente Marie-Madeleine dans toute l'iconographie occidentale. Ce qui n'est pas un argument du tout suffisant pour dire que c'est elle, bien entendu. C'est juste peut-être un petit clin d'œil du destin, on dira, en tout cas scientifique. Et en se fondant sur l'ensemble de toutes ces données, la couleur de la peau qu'on a pu déterminer sur les deux secteurs que je vous ai montrés, la couleur des cheveux, et en reproduisant, en remettant à la surface du crâne que vous avez vu modéliser en 3 dimensions tout à l'heure, une épaisseur stéréotypée de peau, de muscles et de tissu adipeux, eh bien, on a pu reconstituer le visage de cette femme. Je ne vous dis évidemment pas que c'est le visage de Marie-Madeleine, ça serait une erreur méthodologique complète, mais c'est le visage du crâne adoré comme celui de Marie-Madeleine à Saint-Maximin, à Saint-Eubaume. Là, ce que je vous montre ici, c'est vraiment un processus médico-légal. Alors, ça peut vous paraître extrêmement beau, ou pas, choisissez, mais en tout cas, c'est surtout extrêmement réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la caricature, mais maintenant, c'est plus au stade de caricature, la plus ressemblante à la réalité. C'est-à-dire qu'on se fonde sur des données de plusieurs dizaines de milliers d'individus qui ont passé des scanners, donc des vivants comme vous, et on sait qu'à tel endroit du front, à tel endroit des joues, à tel endroit du menton, on doit mettre telle épaisseur de peau, de muscles, etc. Si ça se trouve, elle était plus grasse, si ça se trouve, elle était moins grasse. Mais comme on a la chance d'avoir des secteurs de peau, on connaît son adiposité tout simplement et on sait répondre à cette question. Okay, et les cheveux, les fanères correspondent exactement à ce qu'on observe sur les quelques secteurs qui sont préservés. Donc c'est extrêmement réaliste et on fait ça. On fait ce travail-là également en médecine légale de tous les jours pour la justice sur des cadavres qui sont retrouvés anonymes et généralement plutôt sur des squelettes, bien évidemment. Autre patient, est-ce que vous le connaissez, lui? Est-ce que ça vous parle? Le cri du cœur. C'est plutôt un beau gosse, hein, enfin... Oh, si, il a un petit truc quand même. Ah ouais, mais mes étudiantes, elles le trouvent plutôt à leur goût. Ouais. Alors, il est contemporain de Socrate quand même. C'est un corps qui est incroyablement bien préservé, qui est contemporain de Socrate. On est aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un... Platon, ah non, j'aurais bien voulu, mais Platon, il a un peu survécu à Socrate, et pour cause, c'était son élève. Non, là, c'est un corps qui est celui de l'homme de Tollund. Tollund, on est au Danemark, c'est ce qu'on appelle les corps des tourbières. Ce sont des individus qui étaient sacrifiés et ensuite jetés dans les tourbières étant un milieu humide, bien entendu, acide et anaérobie. Donc ce sont des conditions qui sont optimales pour la conservation des corps. Dans les tourbières, on retrouve plein de cheveux, parce que quand on ne sacrifiait pas les individus, eh bien, on sacrifiait une chevelure, tout simplement, qui était l'ersatz, le simulacre, si je peux dire, ou l'équivalent d'un individu en totalité. Il y a plein de mottes de beurre aussi qui étaient sacrifiées, développées. Donc on a toute une collection de mottes de beurre qui s'échelonnent entre le 5e siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà, pourquoi pas? C'est un peu rance, je ne mangerai pas, bien sûr. Et puis, on a des corps aussi bien conservés que celui-ci. Quand il a été découvert au Danemark dans les années 1950, les premières personnes qu'on a appelées, c'était les gendarmes, parce que quand même, il est vraiment en excellent état de conservation. Et puis, quand ils ont commencé à dégager, eh bien, ils ont vu qu'il y avait des armes à côté, avec des pierres. Et même si on est au Danemark dans les années 50, ils ont quand même appelé les archéologues, parce qu'ils se sont quand même rendus compte que c'était un corps qui était bien plus ancien qu'une affaire contemporaine. Il est très très bien conservé, la preuve en est que, vous voyez, vous avez encore le cerveau qui est un peu rétracté, certes, mais bien présent encore dans la boîte crânienne. Là, c'est la radiographie, vous voyez, tout ça, c'est le cerveau. Avec un aspect un peu floconneux aussi du squelette, mais ça, c'est lié à l'acidité du sol qui va dissoudre un tout petit peu le squelette, ce qui explique qu'il est un petit peu écrasé quand même. Il est un peu écrasé. Il a moins de tenue. Alors, il est tellement bien préservé que, dans une collaboration scientifique avec le musée qui en a le
la charge de la conservation, on a fait voyager grâce à Air France les 2 pieds de l'homme de Tolund. Vous voyez ici le pied droit, et vous allez voir le pied gauche tout à l'heure, et on les a soumis à un examen qui est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec Cro-Magnon 1, c'est un micro-CT scanner, avec des résultats vraiment excellents. On a même, vous voyez, tous les lobules adipeux, tout le gras de notre plante du pied est intégralement conservé. Je ferai un scanner de l'une ou de l'un d'entre vous, j'aurai exactement les mêmes images. D'accord ? Par contre, pour les plus jeunes, on n'aurait pas ça. Ça, c'est des lésions d'arthrose assez importantes. Voilà, ça c'est autre chose. Ça, c'est vraiment, il avait 50-55 ans, il avait déjà pas mal de lésions d'arthrose, probablement parce qu'il ne portait pas de chaussures. Okay, ou alors des chaussures qui étaient non adaptées. Hein, il n'y avait pas les semelles suffisamment absorbantes pour nous. Ce que j'ai surligné ici en rouge, c'est un des vaisseaux artériels entre ce qu'on dit entre le premier et le deuxième rayon, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième métatarsien. D'accord ? Et je l'ai mis en rouge parce que la définition de l'image est tellement précise qu'on a pu identifier des lésions d'athérome au niveau de cette artère, c'est-à-dire des dépôts de cholestérol calcifiés qui commencent un tout petit peu à fermer la lumière de ce vaisseau. Et est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de gros orteils ici? Amputé, croque-mort. Alors le croque-mort, il croquait, mais il avalait pas quand même. Voilà. Gangrène, non, ça aurait pu, en effet, mais là c'est vraiment très très régulier. Non, ce sont les découvreurs qui ont voulu garder un souvenir. Voilà. Et qui ont découpé le gros orteil à la scie égoïne et qui l'ont gardé pour s'en servir comme porte-clés pendant longtemps. Voilà. Voilà. C'était, oui, voilà. Alors, depuis, les enfants l'ont rendu, ça a été restitué et recollé d'ailleurs sur le pied. Voilà, voilà. Alors, le pied est tellement bien préservé, tellement bien conservé que vous voyez, on a les empreintes plantaires qu'on peut suivre. On a même une cicatrice. Hein, donc un jour, il a marché sur un caillou, ça a dû lui faire un tout petit peu mal. Vous voyez qu'il en a gardé la cicatrice. Mais le plus intéressant, c'est ça. Alors, si vous allez à la piscine de Pontoise, qui n'est pas très loin d'ici, voilà. Alors, j'ai rien contre la piscine de Pontoise, je ne voudrais pas faire une mauvaise publicité, mais quand vous allez dans des piscines municipales en général, on va dire, eh bien, ce que vous risquez d'attraper, ce sont des verrues. Et là, ce que vous avez devant vous, ce sont les plus vieilles verrues conservées de l'humanité. D'accord ? C'est la minute émotion. Alors, c'est purement morphologique. L'environnement dans lequel ça a été retrouvé empêche toute analyse génétique, toute analyse complémentaire, c'est purement morphologique. Mais c'est intéressant de savoir, et c'est quand même une des spécialités de notre discipline qui est la paléopathologie, c'est savoir quand une maladie apparaît, quand une maladie coexiste avec l'environnement, peut se modifier, coexiste également avec d'autres maladies, peut se modifier pareillement, et ensuite certaines maladies disparaissent. Ce qu'on appelle l'histoire naturelle des maladies. Et donc au fur et à mesure, avec ces différents patients, on met en place des marqueurs et on voit comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça qu'on collabore avec des épidémiologistes, avec des mathématiciens pour modéliser tout ceci. Alors, je vais vous parler également d'un patient qui s'appelle Saint Léonard de Noblat. C'est le patron, le saint patron des prisonniers. Donc dans les cellules de garde à vue en bas, je pense que de temps en temps son nom doit résonner. Léonard de Noblat était un compagnon de Clovis, et Clovis, un jour, pour le remercier de ses bonnes actions, lui a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Alors il a été raisonnable, il a dit « Libère tous les prisonniers ». Et donc, Clovis a libéré tous les prisonniers, et donc depuis, il est devenu le saint patron. On sait, toujours dans la légende dorée, qu'il meurt d'une infection au niveau des pieds. Il fait une infection au niveau des pieds, et ça va se développer, et il va finir par en mourir. Tous les 8 ans, dans le Limousin, on procède à ce qu'on appelle les ostensions limousines. C'est-à-dire que les reliquaires sont portés dans la rue de façon processionnaire et il y a un examen médical, ou en tout cas anatomique, qui est réalisé systématiquement avant pour vérifier que les reliques sont toujours bien là, qu'elles ne sont pas abîmées, qu'elles sont en bon état. D'habitude, ils demandaient à un vétérinaire, cette fois-ci ils ont demandé à un légiste, c'est chouette, et on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait des restes extrêmement bien préservés et qui présentaient un intérêt scientifique indéniable. Je ne sais pas ce que c'est le bruit qu'on entend à côté. C'est une balayeuse. Balise. Ah d'accord, ok. Super. Il travaille aussi, aucun problème. On s'est rendu compte d'abord qu'il y avait 3 humérus, hein, ce qui n'avait jamais été noté auparavant. Donc il y en avait évidemment un de trop, vous l'avez compris, qui en plus ne correspondait pas à l'âge du reste du squelette. Donc on avait vraiment un squelette unique, même morphologie, même taille, même patine, même des ossements, donc se rapportant à un même individu. C'est celui que j'ai étalé ici sur la table d'autel de Saint Léonard de Noblat. Et puis vous avez un autre humérus que j'ai mis un peu à part. Alors je vous montre un peu ce squelette.
Vous avez un crâne qui était poli, hein, vraiment hyper brillant, limite comme un miroir. Hein, j'aurais pu me voir dedans en reflet. Parce qu'en fait, à chaque ostension limousine, ce crâne était présenté et on prenait, alors non, on ne le polissait pas, mais on prenait par exemple le cache-col que vous avez autour du cou et on le frottait dessus et on s'en servait comme une protection pendant les 8 ans que durait ce moment-là. Ce qu'on appelle une relique de contact, tout simplement. Et puis parfois, on faisait et on le portait à un prisonnier pour hâter tout simplement sa libération. Alors, voilà encore ce crâne. Et voici les traces d'une infection extrêmement forte qu'il avait au niveau des jambes. Alors, ce n'est pas forcément évident pour vous, mais dites-vous que normalement, la surface de ces os devrait être lisse comme le crâne que vous avez vu juste avant. Et là, vous voyez qu'il y a plein de petits trous. Ben, tous ces trous, ce sont des orifices de sortie de fistules. D'accord? C'est-à-dire qu'il y avait des abcès à l'intérieur et le pus sortait par chacun de ces trous. D'accord? Vous voyez la crème vanille? OK? Et ben voilà. C'est ça. En fait, c'était plus des membres inférieurs qu'il avait, c'était littéralement de la crème vanille, de la danette, danette à la vanille. C'est quand même intéressant de voir qu'on a une correspondance quand même entre la réalité pathologique et puis la légende qui se rapporte à cet individu, hein, à nouveau. Alors on a examiné tout le squelette quand même. Une vertèbre, un os du bras. L'ensemble était porteur de tous les sceaux épiscopaux de l'évêque de Limoges pendant des siècles et des siècles. Donc ça nous permet d'avoir quand même une bonne traçabilité et une continuité au fur et à mesure. Et quand on a fait l'examen scanographique, eh bien oui, on a confirmé qu'en effet, il y avait bien des dépôts extrêmement importants d'os pathologiques et on a même pu identifier l'espèce, qui n'était pas une espèce bactérienne, mais un champignon qui était à la cause de ça, ce qu'on appelle un pied de Madura, une actinomycose. Pied de Madura. Et en l'occurrence, c'est une maladie dont on ignorait radicalement qu'elle était présente de façon aussi ancienne en France à cette période-là. Alors je vous montre juste le crâne à nouveau, hein, parce que moi j'aime bien les crânes. Vous voyez, le crâne avait été rempli avec du coton pour en assurer la solidité lors de ces différentes ostensions. Autre patient, on continue hein, vraiment dans cet ordre chronologique, c'est toujours plus simple, c'est Richard Ier, roi d'Angleterre. Richard Cœur de Lion. Oui, madame. Excusez-moi, vous avez retrouvé à qui appartenait le numéro sans trop? Non. Non, alors, soit c'est un suiveur de Léonard, tout simplement, donc quelqu'un qui était autour de lui, soit c'était un autre Léonard, voilà, parce que Léonard de Noblat n'a pas le monopole de s'appeler Léonard, donc il y a d'autres saints Léonard un petit peu partout, et parfois, on a le même nom, on le met ensemble, mais en fait, on oublie un tout petit peu. C'est le souci avec les reliques de temps en temps. Quand j'ai travaillé sur les reliques de Marie-Madeleine, il y avait 2 pieds gauches qu'on a pu étudier, et probablement un des 2 pieds, au moment d'une translation de relique, était un pied de Marie l'Égyptienne, mais avec une erreur de transcription, c'est devenu Marie-Madeleine, tout simplement. Voilà, il suffit... voilà. C'est dommage. Quand un E devient un M, eh bien, on perd un peu la trace. D'où l'intérêt des études scientifiques, justement, pour recentrer et redonner la vérité. Je bois une gorgée, je suis à vous. Richard Cœur de Lion, vous le connaissez peut-être. Il est mort tué par un carreau d'arbalète à Chalus, dans le Limousin. On est en 1199. Il est revenu de la 3e croisade qu'il a fait avec Philippe Auguste. Ils sont partis plutôt en s'entendant bien. Ils sont rentrés plutôt fâchés, et chacun de son côté, et continuant du coup à se faire la guerre jusque dans le Limousin. Et là, Richard Cœur de Lion, dans une hubris, donc une hypertrophie du moi, se prend un petit peu pour un immortel, et il est, je force un tout petit peu le tableau, mais il est limite torse nu, vous voyez, au sommet du rempart ou du donjon, et là il se prend un carreau d'arbalète. Et il va mourir une semaine plus tard d'une infection, hein, tout ce qu'il y a de plus banal, il n'y a pas d'antibiotiques. Mais pendant ce temps-là, il a le temps d'organiser ses funérailles. À l'époque, on réalise ce qu'on appelle une dilacératio corporis. C'est-à-dire qu'un corps, un cadavre, 3 sépultures. 3 sépultures. Une sépulture pour le cœur. Il demande à ce que son cœur soit enterré à Rouen, dans la cathédrale de Rouen, qui à l'époque est la capitale anglaise en terre française, entre guillemets. Sachant que lui, il est Plantagenet, donc il est aussi français que vous et moi, mais la dynastie des Plantagenets règne à l'époque sur l'Angleterre. Il va demander à ce que son corps embaumé soit déposé dans l'abbaye de Fontevraud, avec maman, qui s'appelle Aliénor d'Aquitaine, enfin sa maman. Et il va demander à ce que ses viscères non vidés, donc littéralement sa merde, soient laissés aux Français. Donc ça, c'est la grande amitié franco-anglaise, et donc c'est laissé sur place à Chalus, dans le Limousin. Le corps et les viscères sont profanés par les protestants, enfin les huguenots à l'époque, pendant les guerres de religion.
Et donc, du coup, la seule chose qui reste, c'est quelque chose qui a été protégé par une élévation du niveau du sol, qui est le reliquaire du cœur de Richard Cœur de Lion dans la cathédrale de Rouen. Découvert par un antiquaire, c'est-à-dire un archéologue, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque, dans les années 1840-1850. C'est encore intact. À l'époque, c'est gros comme une boîte à chaussures, à peu près, une grosse boîte à chaussures, et ça fait 40 par 30 par 30, et c'est fermé par des ferrets en fer, et dessus il y a une inscription en latin qui dit « Hic iacet cor Ricardo regis Anglorum ». Vous avez compris? Sigille le cœur de Richard, roi d'Angleterre. Et c'est un contenant qui est en plomb doublé d'argent. Donc c'est plutôt joli, belle pièce. Et bien le protocole qu'on a fait pour ça, c'est notre protocole médico-légal de résidus de cadavres. Quand on travaille sur une scène de crime qui a été complètement nettoyée, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Ben voilà, un meurtrier qui met le corps de sa victime à l'arrière d'une voiture, dans un coffre, et ensuite qui met le feu à la voiture, et ensuite ça brûle, ça explose parfois, et ensuite on vient 15 jours, 3 semaines, voire 1 an plus tard, et la seule chose qu'on peut récupérer du cadavre éventuel, c'est l'équivalent volumique de 3 grains de poivre. Okay. Donc là, le protocole qu'on a utilisé, c'est le même. Donc, microscopie, analyse moléculaire, analyse chimique élémentaire et moléculaire. Moi, il y a un truc que je fais en plus avec ce genre de choses-là, c'est que j'utilise un nez de parfumeur. Je demande à des nez qui font les parfums, le nez de Guerlain par exemple, le nez de Jean Patou, de Rochas ou d'autres encore. En l'occurrence, ils s'appellent Sylvain Delacourte et Jean-Michel Durier, et je leur demande de venir respirer ces restes. Parce qu'il y a une odeur qui est toujours résiduelle. Alors pas la médecine égale, hein, je ne suis pas méchant, mais les cas archéologiques. Parce que parfois, il y a des produits d'embaumement, il y a des parfums également qui en exhalent. Là, dans quelques semaines, je vais travailler sur les cheveux de Sainte Thérèse de Lisieux, et évidemment, il en exhale une odeur de sainteté. Donc là, je veux absolument qu'il soit présent et qu'il vienne respirer cette odeur de sainteté pour la caractériser sur le plan chimique et moléculaire. Bref, qu'est-ce qu'on a mis en évidence dans ce cas-là? Des pollens en grande quantité, notamment de la myrte, de la marguerite et de la menthe, des choses qui sentent extrêmement fort. On a également retrouvé du lin, c'est l'enveloppe tout simplement qui était autour de ce cœur. On a pu confirmer que c'était bien un cœur humain, en l'occurrence, et masculin d'ailleurs, sur le plan de la génétique. On a retrouvé sur le plan moléculaire ici de l'encens, et ça c'est vraiment unique de retrouver de l'encens. L'encens en 1199, dans le rituel, on ne l'utilise que pour le Christ. C'est vraiment donc pour la messe uniquement, mais pas pour les messes funèbres d'individus, fussent-ils même rois d'Angleterre. Or, au moment où Richard meurt, l'évêque de Rochester va dire que Richard Cœur de Lion va devoir expier 2 crimes capitaux. Et ces crimes, c'est d'abord le fait d'avoir tué... alors, avoir tué des juifs et des musulmans, ça, c'est pas le problème. À l'époque, hein, c'est pas mon avis personnel, bien sûr. C'est le fait d'avoir tué d'autres chrétiens qui pose souci, des camps adverses. Donc ça c'est mal toléré par l'évêque de Rochester. L'autre chose, c'est qu'il est bisexuel. Ça, c'est pas accepté du tout, d'accord? En tout cas, à ce niveau de responsabilité de l'État, c'est pas feng shui. Et donc, du coup, ça ne passe pas du tout. Et donc, l'évêque de Rochester dit que Richard Cœur de Lion va devoir expier ses crimes pendant 33 ans au purgatoire. Et là, vous comprenez que pour les suiveurs, c'est-à-dire celui qui va prendre le trône d'Angleterre, il ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Que ce soit vrai ou faux, il doit agir. Et tout ce qu'il va faire ici, y compris déshydrater le cœur avec du mercure et de la chaux vive, donc pour empêcher la décomposition, moi je dis souvent à mes étudiants, pas de décomposition et de putréfaction sans eau. Hein, une momie ne se décompose plus, ne se putréfie plus, mais vous mettez de l'eau sur une momie, elle va moisir immédiatement et elle va se putréfier. Et donc ce que va faire la famille, c'est avec tous ces différents éléments, faire une odeur de sainteté artificielle. Tout ce que vous avez ici, c'est la liste des ingrédients, des matières premières, mais vous n'avez pas la recette de l'odeur de sainteté artificielle. Okay. Vous pourrez essayer à la maison. Et avec cette odeur de sainteté artificielle, eh bien, les portes vont s'ouvrir, d'après la métaphysique médiévale, les portes du paradis vont s'ouvrir de façon quasiment naturelle. On reste avec un autre patient, 100 ans plus tard quasiment, qui est Saint Louis, Louis IX. Est-ce que vous savez de quoi est mort Louis IX? De maladie, oui. Quelle audace! D'habitude, on dit toujours qu'il est mort de la peste, d'accord? Ce qui est faux. Il n'est pas mort de la peste, il est mort d'une pestilence. Et je vais essayer de vous montrer les résultats justement de notre étude à ce sujet. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, Louis IX, Saint-Louis, on est en 1270, il vient de partir pour la 8e et dernière croisade.
mais c'est un peu du grand n'importe quoi. Il n'a rien préparé, le scorbut commence déjà à se développer, donc carence en vitamine C. Il y a des taches pourpres qui apparaissent sur ses jambes, il commence à saigner un peu partout, notamment au niveau de la bouche. Il ne perd pas de dents, mais les dents sont branlantes. Enfin bref, c'est pas un très très beau tableau. En plus, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de nourriture. Il est obligé de s'arrêter chez son frère Charles d'Anjou, le roi du royaume de deux Siciles, donc Calabre et Sicile, pour reprendre un peu de vivre. Malgré tout, l'épidémie, entre guillemets, commence à se développer et c'est la débandade. Il arrive à Tunis-Carthage, une semaine après son arrivée, il va mourir. Et pas que lui, hein, il y a une autre partie de son armée qui va mourir aussi. Alors on va essayer de transporter le corps du roi pour le ramener en France, et notamment dans la basilique de Saint-Denis, qui est l'endroit où... ah oui, je ne peux plus le retirer du coup. Qui est l'endroit où il a prévu de déposer le corps de toute la dynastie. Et on va mettre son corps dans une barrique de vin. Un cadavre, hein, vous comprenez bien, dans une barrique de vin. Il va faire tourner le vin en vinaigre. Donc, il transforme un pétrus en villageoise, on le ressort, et là, on va le mettre dans de l'esprit de vin. C'est comme si, vous savez, une mirabelle, une prune ou une poire, sauf que là, ce n'est pas un fruit, mais c'est le cadavre royal qui est à l'intérieur. Et là, il va faire tourner l'eau de vie, donc tourner ce qu'on appelle à l'époque l'esprit de vin. On le ressort, il ressemble plus ou moins à un comprimé d'aspirine effervescent, et là, eh bien, les embaumeurs disent, on ne peut plus rien faire, c'est foutu. Et ce sont les cuisiniers qui vont prendre le relais. Parce que les cuisiniers ont l'habitude de la viande un peu faisandée, vous voyez. Ils ont l'habitude des aromates, hein, avec lesquels on fourre les dindes d'habitude. Et ce à quoi ils vont se prêter à ce moment-là, c'est une véritable cuisine des corps morts. Une cuisine des corps morts. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais c'est quand même très classique à l'époque. On est vraiment toujours dans cette théorie des odeurs qui est extrêmement importante et prégnante. Et ce sont les cuisiniers qui peuvent, quand il n'y a pas de chirurgien ou de barbier chirurgien, eh bien ce sont eux qui vont s'occuper des embaumements, toujours avec cette odeur qui est extrêmement forte. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prélever et récupérer le cœur, le mettre dans un reliquaire et le déposer à la Sainte-Chapelle, pas très loin d'ici. Ils vont prendre les viscères, faire bouillir les viscères avec des aromates et ensuite déposer ça dans 2 grandes céramiques qui vont être à côté de Palerme, à Monreale. Elles vont rester longtemps et ensuite à la chute des Bourbons, avec Garibaldi au XIXe siècle, ça va remonter un peu à Rome, puis à Gênes et ensuite ça va aboutir à la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Et puis le squelette, lui, avec des aromates, pareil, façon ossobuco. Et là, c'est mis ensuite dans une caisse en bois et ça aboutit jusqu'à la basilique Saint-Denis. À la basilique Saint-Denis, ça ne va pas rester longtemps. Vous connaissez le nom du petit-fils de Saint-Louis? Philippe le Bel, l'homme des Templiers, enfin l'homme qui n'aimait pas les Templiers, ou plutôt l'homme qui a essayé de payer ses dettes en récupérant l'argent des Templiers. Eh bien, il va faire aussi autre chose, il va faire canoniser grand-papa. Et du coup, comme son grand-père est canonisé, il va procéder à un rituel qu'on appelle l'élévation des reliques. L'élévation des reliques, c'est qu'il s'agenouille devant le tombeau de son grand-père et il va prendre les ossements, les uns après les autres, et les élever vers le ciel en les donnant tantôt à un baron, tantôt à une communauté ecclésiastique, tantôt à une chapelle, une église, etc. Il va lui-même faire et disperser, façon puzzle, le corps de son grand-père. Et donc, c'est ce qui va se passer. On va, nous, partir à la recherche de ces différents fragments corporels et reconstituer ce gros puzzle. Alors, vous avez les viscères de Saint-Louis qui sont conservés à la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Ça se présente comme ça, un grand reliquaire, vous venez de le voir juste avant, des petits sacs qui sont en soie, avec toujours l'authentique, le sceau épiscopal, et, en l'occurrence, 2 gros fragments de 4 et de 3 cm. Je ne sais pas si vous voyez les bulles. Vous voyez les bulles ici? Ça correspond à cette ébullition que je vous ai décrite tout à l'heure dans le grand faitout, la grande marmite, où les viscères avec des aromates étaient préparés. Quand on a ouvert ça, ça sentait incroyablement bon. En fait, ça sentait le patchouli, vraiment le patchouli. On se serait cru, je ne sais pas, à Menton par exemple, ou à Grasse, ça sentait vraiment très 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 fort, plutôt agréable, un peu rance quand même, pour être honnête, mais ça sent meilleur que beaucoup de cadavres récents, quoi, pour être totalement transparent. Et on a fait un examen microscopique, mis en évidence des parasites, je vous les passe, peu importe. On a travaillé aussi sur la mandibule de Saint-Louis. La mandibule de Saint-Louis, elle est à 100 mètres, là, juste sur votre gauche. Elle est dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Elle est authentique, je peux vous l'assurer, parce que sur le plan de la génétique, sur le plan de la datation au carbone 14, sur le plan de la morphologie aussi, on a superposé sur une statue jugée par les historiens de l'art et par les contemporains comme étant extrêmement ressemblante à la réalité de Saint-Louis. Et dans tous les plans de l'espace, on a une correspondance anatomique parfaite. Donc on a pas mal d'arguments qui vont vraiment dans le sens d'une authenticité, plus le tableau clinique, le tableau médical,
qui correspond à ce que Jean de Joinville, le chroniqueur de Louis IX, nous décrit pour son roi. En l'occurrence, vous avez ici donc, toutes les dents qui sont tombées, mais post-mortem, ce qui est le cas de Louis IX. Elles étaient branlantes, mais elles étaient encore toutes présentes au moment de son décès. Et puis vous avez ici une infection qui est visible, avec un os qui est complètement mangé, si je peux dire, grignoté par l'infection, au niveau de canine, prémolaire et première molaire droite. Inférieure, bien sûr, puisque c'est la mandibule. Et ça correspond à une des complications du scorbut. Quand vous faites du scorbut et que vous survivez un petit peu à votre scorbut, eh bien vous devez imaginer que tout ce saignement qu'on a à l'intérieur de la bouche, c'est comme si on avait une boîte de pétri dans la bouche. D'accord ? Et du coup, les bactéries qui sont dans votre bouche, qui sont, on va dire, normales, physiologiques, eh bien, peuvent devenir, dans ces circonstances-là, pathogènes et se multiplier. On a un exemple avec le muguet. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait du muguet ici, par exemple, après avoir pris des antibiotiques. On a tous du Candida albicans, c'est un petit champignon, dans la bouche. C'est normal. Mais des fois, eh bien, ça prend un peu le dessus par rapport au reste de notre flore buccale et ça devient pathogène et on a des grosses plaques ou des petites ulcérations qui surviennent. Ben, lui, c'était pire que du Candida. Lui, c'était une bactérie qui s'appelle Capnocytophaga sputigena. Et c'est une bactérie qui est présente dans notre bouche à toutes et à tous. Mais lui, étant carencé, il faisait, même pas régime, il faisait pénitence un jour sur deux, donc il était vraiment dénutri, plus anémié parce qu'il avait sa silice et il perdait du sang quotidiennement, plus le scorbut, donc en gros il était immunodéprimé au sens strict du terme. Et cette bactérie a pris le dessus, a colonisé sa bouche, puis tout son tube digestif, et on l'a retrouvé dans l'examen des viscères que je vous ai montré juste avant. Dans les deux fragments, on a retrouvé du Capnocytophaga sputigena. Et c'est ça la cause de sa mort. La diarrhée sanglante, je suis désolé, c'est pas glamour, mais la diarrhée sanglante qu'il a faite, et qui a été jugée comme étant une infection et une pestilence, et qui est restée comme le mot peste, ne correspond pas du tout à la véritable peste. Et donc maintenant, si on vous demande « Alors de quoi est mort Saint-Louis ?» à Tunis, vous direz, il n'est pas mort de la peste, il est mort d'une infection à Capnocytophaga sputigena. Oui. Et je compte sur vous pour le noter. Oui. Alors on reste toujours avec Saint-Louis. Vous voyez, on a travaillé aussi sur le reliquaire du bras de Saint-Louis, qui est conservé à Prud'Homas, dans le Lot. Et ça fait partie de ces reliques qui ont été consacrées et jamais ouvertes depuis. Donc c'est vraiment un fossile, si je peux dire, de la consécration par Philippe le Bel. Donc évidemment, on n'a pas ouvert, mais on a fait une autopsie virtuelle avec un scanner à Brive-la-Gaillarde, et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, ça n'était ni un os du bras, ni un os de l'avant-bras, mais on s'est rendu compte que c'était un fémur gauche. Ce qui ne veut pas forcément dire que cet os n'est pas authentique, rien ne dit que c'est une fausse relique, ça veut peut-être simplement dire que Philippe le Bel avait des connaissances anatomiques à peu près comparables aux vôtres, sans méchanceté, et voilà, il a pu se tromper. Tout simplement. Autre patiente, est-ce que vous la reconnaissez? Vous l'avez vue tout à l'heure? Non, c'est pas Agnès Sorel. Diane de Poitiers, exactement. Ouais, entre les maîtresses royales, on peut se tromper, il n'y a pas de souci. C'est Diane de Poitiers. Alors Diane de Poitiers, elle est plutôt pas mal, plutôt intéressante. Elle est morte, elle, en 1566, à l'âge de 66 ans, je vous l'ai dit. Et comme d'autres personnes proches de dirigeants politiques français, elle avait un âge nettement supérieur au sien. Et pour assurer un tout petit peu dans l'intimité, elle prenait une décoction à base d'or. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la frontière entre la médecine, l'alchimie et la magie. C'est vraiment intéressant sur le plan métaphysique, si je peux dire, ou conceptuel. Et donc, elle prenait une préparation chimique d'or. Sauf que normalement, c'est de l'esprit de l'or qu'on doit lui donner. Donc, on prend un objet en or, on prend une alliance, par exemple, on la met dans un petit gobelet d'eau, et on rajoute de l'eau, et ensuite on laisse agir 3 minutes, et ensuite on récupère l'objet en or, on le remet, et on boit l'eau. Donc c'est de la poudre de perlimpinpin, hein, c'est de l'homéopathie sans le sucre, donc vraiment rien, quoi, archi rien. Sauf qu'elle, elle est tombée sur un apothicaire honnête, le truc rare, et qui lui a fait une vraie décoction à base d'or. Et du coup, tous les jours, elle s'intoxiquait en or. Et plus elle faisait les effets secondaires de l'intoxication chronique en or, alopécie, perte des cheveux, perte dentaire, fragilité osseuse, anémie, asthénie, donc fatigue, etc. Plus elle augmentait la dose en se disant « merde, je vieillis », enfin, pardon, zut, je vieillis. Et du coup, c'était un véritable cercle vicieux. Donc elle est morte d'avoir voulu rester éternellement jeune. Alors comment est-ce qu'on sait ça? Elle est morte à 66 ans, elle est embaumée par Ambroise Paré et elle est enterrée à Annette, en Eure-et-Loire. Tout va bien.
tout est redevenu calme, on va dire, et en 1795, les révolutionnaires arrivent et ils vont profaner la sépulture de Diane de Poitiers, sans aucune connaissance historique, la prenant pour une reine. Et là, ils vont tomber sur un cadavre qui est vraiment frais comme vous. Enfin, il fait chaud dans la salle, mais frais comme vous, avec la peau encore souple et dépressible. La peau est décrite comme étant rosée et souple. Elle est encore avec sa robe noire et blanche, hein, ces deux couleurs fétiches. Et le cadavre de Diane de Poitiers va être dressé verticalement contre un mur. Sauf que les cadavres du XVIe siècle au XVIIIe siècle, c'est comme les fraises, ça ne se conserve pas longtemps. Et au bout de 3 jours, il commence à y avoir une odeur absolument abominable. Il y a une auréole, pour ne pas dire une flaque, qui est sous le cadavre. Et voilà, elle commence vraiment à se décomposer et même à se putréfier. Et du coup, pour des raisons de santé publique, si je peux dire, il est demandé aux femmes d'Annette d'enterrer leurs congénères dans, je cite tout ça avec des guillemets, dans la fosse commune. Et c'est là qu'elle est précipitée d'une hauteur de 2,50 m, 3 mètres à peu près. Elle va s'éparpiller comme un mikado, et ça fait un peu scène zombie, mais ça ressemble un peu à la réalité. Et c'est là que je la retrouve, moi, plusieurs centaines d'années plus tard. Vous voyez ici en train de faire, non pas des fouilles archéologiques, mais une ouverture de fosse commune. Et j'ai donc la mandibule de Diane de Poitiers dans les mains. Alors, la mandibule, on la retrouve ici en bas à droite, avec 2 dents qui sont manquantes au milieu. Et il y avait une prothèse en ivoire d'hippopotame qui avait été réalisée par Ambroise Paré pour compenser cette perte-là. Et puis plein d'autres dents également qui sont manquantes. Là, vous avez directement les effets secondaires de l'intoxication chronique en or qui sont visibles. Le déchaussement dentaire en fait vraiment partie. L'amincissement des cheveux, puis la chute des cheveux, avec ce qu'on appelle une alopécie acquise, en font également partie. Et puis il y avait une fracture. 1 an avant sa mort, Diane de Poitiers tombe de cheval et se fracture, mais vraiment une toute petite chute. C'est un truc où normalement elle aurait juste dû dire aïe, sauf que évidemment avec son ostéoporose, l'os va céder. Et donc vous avez ici un péroné et un tibia avec une fracture qu'on voit un petit peu ici en voussure, là aussi. Ça c'est causé par un de mes ex-étudiants. Et vous avez également une autre voussure qui est visible ici. Donc c'est une fracture de jambe en l'occurrence. Et on a eu une confirmation du diagnostic en faisant un scanner complet du corps de Diane de Poitiers, vous voyez qu'il est plutôt bien conservé, mais à peine plus que le squelette de Lucie que vous avez vu tout à l'heure, hein, alors qu'on est 3,18 millions d'années plus tard. Et puis on a cette fracture de jambe hein, qui est assez nette, un peu en baïonnette, c'est-à-dire que les 2 fragments sont rentrés l'un dans l'autre, et on a la technique de guérison qui est décrite par Ambroise Paré dans ses œuvres complètes, où il explique exactement comment il a fait pour que, avec une fracture ouverte de jambe, où normalement elle aurait dû faire une infection majeure, eh bien parce qu'il est breton, parce qu'il est pragmatique, parce qu'il sait que le pu est néfaste à la cicatrisation, il va mettre un petit peu de poudre de cuivre, il va faire une détertion, c'est-à-dire retirer les chairs nécrosées. Dès qu'il y a du pu, on le retire, et c'est comme ça que Diane de Poitiers a survécu à sa fracture ouverte de jambe. Bon, elle n'a pas survécu longtemps, 1 an après, elle était morte, mais au moins elle avait cicatrisé. Donc, ce n'est pas la faute du chirurgien, pour une fois. Je passe un tout petit peu pour aller à un autre cas, qui est celui de Descartes, le crâne de Descartes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Descartes. Descartes meurt en 1650 à Stockholm, et il donnait des cours de philosophie jusque très tard auprès de la reine Christine de Suède, genre plutôt philosophie dans le boudoir. Et il sort un soir, vers une nuit, devrais-je plutôt dire, vers 2-3 heures du matin, il attrape froid, et il n'est peut-être pas très couvert aussi, mais ça ne me regarde pas, et du coup, il va mourir d'une pneumonie. Très banal, hein, il n'est pas empoisonné, juste une pneumonie. Il est enterré dans le carré catholique, et c'est là qu'il va être déterré quelques années plus tard par les cartésiens, des suiveurs de Descartes, qui veulent tout simplement rapatrier le corps en France. Et à l'ouverture, on se rend compte qu'il manque un objet principal, le crâne. C'est ballot. Le crâne ne va apparaître dans l'histoire, ne va réapparaître dans l'histoire que dans les années 1840, envoyé par colis postal depuis la Suède par un chimiste qui s'appelle Berzelius à son ami et collègue Cuvier, qui est naturaliste au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc c'est là que le crâne arrive, et il est d'ailleurs toujours visible maintenant au Muséum national d'histoire naturelle, plus précisément au Musée de l'Homme, à côté du crâne de Cro-Magnon I que vous avez vu tout à l'heure, et de la représentation du crâne, ce qui lui n'est pas encore mort, de Lilian Thuram, qui est en résine juste à côté. Alors ce crâne-là, il est intéressant parce que c'est comme un livre, et on a tous les anciens propriétaires qui ont laissé leur nom depuis l'exhumation et le vol au moment de l'exhumation jusqu'à nos jours.
C'est comme si voilà, vous aviez un ex-libris sur un livre, bah là c'est un ex-crânio, et vous avez toutes ces écritures qui partent du frontal vers l'occipital, et quand il n'y a plus de place, bah, on va sur le temporal droit, le pariétal droit, Et donc, je vous montre ce crâne, hein, qui est mignon comme tout poli aussi, hein, pour des raisons un peu comparables, hein, une sorte de saint laïque avec Descartes, où les gens l'ont forcément touché, peut-être même embrassé. Alors on a évidemment travaillé, on lui a fait un scanner, on a mis en évidence des lésions à l'intérieur du crâne, qui pourraient éventuellement expliquer des céphalées dont il a pu se plaindre. Et puis on a voulu reconstituer le cerveau de Descartes. Alors, si vous connaissez bien le musée, vous avez entendu, le musée ici de la préfecture de police de Paris, vous avez forcément entendu parler de la criminologie, de la criminalistique, de Lombroso également, et de ce qu'on appelait les criminels nés, tout simplement. Cette sorte de prédestination à la fois physique et psychologique qui pousse certains individus à commettre le crime. Ce qui a d'ailleurs donné lieu à des emprisonnements, on va dire, ou en tout cas des surveillances avant même que l'individu ne puisse commettre son crime. Ça, c'est notamment dans un livre de Philippe Cadic qui s'appelle Minority Report, okay, que je vous conseille de lire, sinon voir le film avec Tom Cruise qui est pas si mal que ça. Mais la réalité est encore meilleure, bien entendu. Et donc nous, on a voulu faire un examen qui est un peu différent, qui n'est pas reconstitué cette propension au crime qui était fondée sur la phrénologie, c'est-à-dire la bosse des mathématiques, la bosse du crime, la bosse de la luxure, et je vous passe toutes les bosses possibles et imaginables. Nous, on a voulu faire de la neuroanatomie, c'est-à-dire reconstituer le cerveau de l'individu et voir s'il y avait une anomalie particulière au niveau de celle-ci. Le cerveau est un organe qui est pulsatile, d'accord ? Et quand on fait une trépanation, quand on voit un individu vivant avec un trou au niveau du crâne, on voit le cerveau qui bat, tout simplement, parce que la pression artérielle qui part du cœur, qui est transmise par l'aorte, puis les carotides, puis le polygone de Willis, eh bien, donc à la base du crâne, eh bien, transmet cette impulsion, diminuée bien entendu, mais encore présente, au niveau du cerveau, qui, en battant, imprime sa marque à l'intérieur du crâne. Donc l'intérieur de la voûte crânienne correspond en négatif au positif, qui est la surface du cerveau. Et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer ici le cerveau de Henri IV. Okay, on a testé la méthode sur le cerveau de Henri IV. Je vous le concède, ce n'est pas l'organe qu'il a le plus utilisé dans son existence, mais c'était pour nous une première façon d'expérimenter dessus. Comment est-ce qu'on a fait? On part de la tête d'Henri IV, qui est une tête momifiée. Maintenant, on est sûr et certain que c'est absolument lui. On fait abstraction de toutes les matières organiques, on s'intéresse juste au crâne. Et vous voyez, le cerveau, c'est juste ça. Ce dépôt de 1,5 cm au niveau de l'occipital, donc la partie postérieure du crâne. Et là, ce qui ressemble un petit peu, si vous le voyez, à une toile d'araignée qui est pendouille à l'intérieur du crâne, c'est pas du tout ça, bien entendu, c'est la durmère, donc cette membrane qui tapisse l'intérieur du crâne, et là qui est un petit peu décollée avec le temps. Je reste juste avec lui pour vous montrer ici les cordes vocales, vous montrer ici la langue et l'osioïde, vous montrer également tous les sinus qui sont présents, et puis ici des lésions d'arthrose extrêmement sévères. Je vous montre ça parce que comme on a une tête d'un individu du XVIIe siècle, Henri IV c'est 1610, Ravaillac, qui a été embaumé, qui est très très bien préservé, et notamment avec toutes les structures aériennes, eh bien on est en train en ce moment de reconstituer la voix de Henri IV. On arrive déjà à lui faire dire A, E, I, O, U, parce qu'on d'ailleurs c'est pas U, c'est OU, parce qu'on a beaucoup des structures anatomiques, et donc j'ai un thésard en ce moment qui est en train de travailler, Robin Baudouin, en train de travailler sur la modélisation de la voix complète de cet individu. C'est une chance, on a ses cordes vocales, on a sa langue, on a tout le reste, donc je pense que d'ici 1 an à peu près, vous pourrez entendre Henri IV parler de façon extrêmement réaliste et vous raconter soit une lettre d'amour à Gabriel d'Estrée, soit les premières phrases de l'édit de Nantes. Voilà, quand on dit que la médecine égale fait parler les morts, là c'est au propre comme au figuré. Alors, je vous montre le cerveau, je vous montre le cerveau reconstitué de Descartes, vous le voyez ici. Il est beaucoup plus petit que celui de Henri IV, ce qui fait dire à certains de mes collègues que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la densité neuronale, d'accord? La densité neuronale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est tout petit, mais il est tout... Vous voyez quand même le degré de précision, c'est-à-dire qu'on a un cerveau, mais on a surtout, vous voyez, tous les lobules qui sont visibles. On a les scissures. On peut vraiment travailler sur la surface du cerveau. Quand vous présentez ça à un neuroanatomiste, il est fou, fou de joie, parce qu'il a vraiment toutes les structures qui lui permettent de reconstituer le mode de fonctionnement cortical d'un individu. Alors évidemment, ce n'est pas comme le cerveau de Lénine, de Tourguenieff, de plein d'autres individus qui ont été gardés, ou même de Einstein, j'aurais dû commencer par lui, pour lesquels on a le cerveau dans sa totalité, avec du formol. Et là, on peut aller sur les réseaux de neurones, de la glie, qui est le tissu de soutien du cerveau, on peut aller beaucoup plus profondément. Faute de mieux, on utilise ça, nous.
Alors, je vous montre juste un tout petit peu. Donc, il y a des asymétries gauche-droite qu'on observe chez les droitiers. Et puis, il y a une zone anatomique qui est particulièrement intéressante. C'est peut-être la partie la plus compliquée. Et ensuite, on aura bientôt fini. Et vous pourrez poser des questions si vous en avez. À la surface du cerveau, vous avez plein d'aires au niveau du cortex qui ont chacune une fonction bien particulière. Tout ça a été défini par un neurologue américain qui s'appelait M. Brodmann. Et donc, il y a une centaine à peu près d'aires de Brodmann. Et l'aire 45 que vous voyez ici, surlignée, hein, on est à peu près dans cette zone-là, l'aire 45, chez Descartes, elle est quasiment 2 fois plus développée que sur une centaine de cerveaux reconstitués d'hommes du même âge, une cinquantaine d'années, ayant vécu au XVIIe siècle. Donc on avait un échantillon statistique de référence. Ce qui signifie que c'est une aire qui était particulièrement propice à une surutilisation, si je peux dire. Alors ne lisez pas ça. D'ailleurs, je vais me mettre devant pour être sûr que vous ne le lisez pas. L'aire 45 de Brodmann, c'est une aire qui est utilisée dans la vision et l'organisation de l'espace. D'accord ? L'organisation de l'espace. C'est également très très sollicité dans la sémantique, c'est-à-dire le choix des mots et l'application d'un concept à un mot. C'est deux choses qui sont plutôt pas mal pour un philosophe d'un côté et pour un physicien qui a défini les lois de l'optique, qui a travaillé également sur des théorèmes de géométrie. C'est plutôt pas mal, ça colle assez. Je me dégage pour que, si jamais il y a des curieux qui veulent lire, que vous puissiez quand même lire. Et puis il y a une dernière chose qui, là, nous a vraiment beaucoup étonnés, c'est la composition musicale. On s'est dit, ah ouais, là, franchement, c'est pas Wagner, quoi. C'est pas Paganini, c'est ni un interprète, ni un compositeur, il y a un truc qui va pas. Et on a discuté avec des cartésiens, donc des membres de la secte, si je peux dire, de Descartes. Je me moque, mais en fait, des gens qui connaissent vraiment bien Descartes. Eh bien, sachez que Descartes était non seulement un compositeur, c'est vrai, mais aussi un grand théoricien de la musique. Il considérait que c'était un art mineur, et il a dit que, voilà, il ne voulait pas que ça sorte de son vivant. Il a écrit un traité de musique qu'on appelle le Compendium Musicae, mais il ne voulait pas que ça soit publié avant sa mort. Et donc, en 1650, quelques mois après son décès, c'est enfin publié. Donc là, on avait vraiment un tableau complet autour de Descartes, qui ne nous permet pas de dire qu'on n'a pas expliqué, on va dire, sur le plan neurologique le génie, ça serait une erreur méthodologique complète, mais on avait peut-être on va dire, un terrain prédisposant. S'il n'était pas devenu philosophe et physicien, s'il était resté paysan à La Haye, en Touraine, eh bien peut-être qu'il aurait eu, au lieu de 2 récoltes, 3 récoltes par année, parce qu'il aurait super bien organisé la gestion des stocks, le passage de la charrue, ce genre de choses. Donc voilà. Un esprit très très organisé, peut-être une petite prédisposition, mais expliquer le génie uniquement par ça serait pour le coup assez simpliste. Si vous me laissez encore 5 minutes, mais je ne veux pas abuser de votre gentillesse et de votre patience, je voudrais juste vous parler du seul patient que j'ai étudié et que je n'aime vraiment pas, c'est Hitler. Vous y pensiez ? Bah écoutez. Alors je passe par Flaubert entre-temps, on a vu Robespierre, qui n'est pas non plus mes préférés. Des vaudous. Voilà Hitler. Alors, bon, évidemment, vous comprenez pourquoi je ne l'aime pas, bien sûr. On n'est pas obligé d'aimer tous ces patients quand on est médecin. Néanmoins, sur le plan historique, c'était quand même, évidemment, hyper intéressant. Mais avant de se pencher sur un tel patient, on réfléchit quand même plus d'une fois. Vous savez qu'Hitler meurt, en théorie, à Berlin, en mai 1945. Il se suicide, ou il est suicidé, dans le sous-sol de la chancellerie, qui est le bunker principal, parce que d'un côté, sur le front de l'Est, vous avez les Soviétiques qui arrivent, sur le front de l'Ouest, vous avez les Canadiens, les Américains, les Anglais et les Français, et il se sent acculé, et il sait qu'il a perdu la guerre de toute façon. Et donc, ce matin-là, il va se marier avec Eva Braun, qui du coup devient Eva Hitler, et ils vont arroser ça avec du Porto. C'est très important. Je ne me moque pas, vous allez comprendre, c'est vraiment important. Et ensuite, ils vont déjeuner frugalement, et l'après-midi, ils sont rejoints par les Goebbels, Martha, Joseph, leur fille, leur chien, et il y a le majordome. Donc ils ne sont pas très nombreux, ils sont une dizaine au grand maximum. Et l'après-midi, ça va être suicide collectif. Ils vont essayer avec le cyanure, et le cyanure ne va pas très bien marcher. Pourquoi ? Parce qu'il est en partie inactivé par tout le sucre qu'il y a dans le Porto. Ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà sur le plan historique, mais eux ne le savaient pas. Ils n'avaient pas lu les bons livres. Nous, on le savait par le cas de Raspoutine. Lorsque Raspoutine est invité par le prince Yusupov, pareil, il essaie de le tuer avec de l'arsenic, avec du cyanure, avec plutôt avec du cyanure en l'occurrence. L'arsenic est d'usage trop lent. Et ça ne marche pas.
pour les mêmes raisons. Il avait mangé énormément de pâtisseries, il avait mangé plein de petits gâteaux sucrés et puis des boissons sucrées également, donc ça n'a pas marché. Finalement, il a fallu tirer plein de balles dans Raspoutine, et même avec les balles, il ne mourait pas. Et du coup, il a fallu le jeter dans la Neva, donc le fleuve gelé à Saint-Pétersbourg. Et là, enfin, il est mort, mais il est même pas mort noyé, en fait. Il est mort d'hypothermie, d'accord? Donc enfin bref, des fois, c'est dur de tuer quelqu'un. Des fois, je ne parle pas d'expérience, hein, je parle évidemment. Et donc Hitler, lui, c'était quand même un peu plus simple, si je peux dire. Donc en tout cas, vous avez retenu que le cyanure n'a pas marché. Ce sont des petites ampoules qui sont bleuâtres à l'époque, qu'il a croquées entre deux dents. Eva Braun aussi. Alors Eva Braun ne sait pas très bien comment ça s'est passé. En tout cas, pour Hitler, le cyanure n'a pas marché. Et ensuite, il s'est suicidé ou a été suicidé. Il avait un syndrome parkinsonien extrêmement important, donc des tremblements notamment. Et il a très bien pu se suicider. Hein. Quelqu'un qui est parkinsonien qui veut se suicider réussit de toute façon. Ça, c'est mon expérience médico-légale qui le montre. Et le majordome, ensuite, une fois que tout le monde s'est tué, les Goebbels et les époux Hitler mettent les deux dans 2 trous d'obus à l'extérieur. Il recouvre avec du kérosène et il met le feu. Je ne connais pas ton expérience, mais le kérosène pour dissimulation de cadavres, ça ne marche pas. Hein, c'est vraiment, ça brûle en superficie, ça brûle très très mal, c'est comme le diesel. Et du coup, voilà, il y a une sorte de croûte de carbonisation de surface, mais tout l'intérieur est encore intact. Et du coup, le majordome est parti entre-temps et les soviétiques arrivent quelques jours plus tard. Ce sont les premiers sur le site. Le premier service qui va travailler dessus, c'est le KGB, qui va devoir essayer de trouver le cadavre du Führer. Ils vont retrouver un corps qu'ils vont emporter à l'écart, mais il leur manque la partie supérieure de la tête. Donc ils vont confirmer l'identité du défunt. Pour eux, Hitler est bien mort. Ils vont même garder la mâchoire de Hitler qu'ils vont déposer dans la Lubyanka, leur immeuble historique à Moscou. Mais il manque le haut. Du coup, il y a une deuxième équipe qui part de Moscou, qui s'appelle le SMERSH. C'est un acronyme qui veut dire mort aux espions, ambiance. Et eux, ils vont faire une fouille à nouveau dans le trou d'obus dans lequel il y avait Hitler. Et là, ils vont retrouver la calotte crânienne de Hitler, qu'ils vont ramener avec un magnifique orifice de sortie de projectile à balles d'armes à feu. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ce sont des restes que j'ai étudiés lors de 2 séjours successifs à Moscou, au FSB, donc les descendants du KGB, enfin les suiveurs, et au SMERSH, qui lui n'a pas changé de nom. On ne change pas de nom quand on a un acronyme pareil, tout est dans le titre. Et en fait, le but principal de cette étude était de savoir si les soviétiques avaient les vrais restes de Hitler, ou si Khrouchtchev, quelques années plus tard, avait fait faire un faux historique pour le sortir au cas où, si besoin est, pour dire « nous avons gagné symboliquement la guerre, puisque nous avons ces reliques, entre guillemets, avec plein de guillemets bien entendu, ce trophée de chasse, j'aurais dû te dire, voilà, plutôt ce trophée de chasse. » Et notre travail était vraiment de vérifier ça en ayant directement les restes sous les mains. On pouvait donc compter sur tous ces restes-là qui sont les restes dentaires de Hitler, recto verso, et également sur les radiographies de Hitler qui sont conservées à Quantico, donc côté États-Unis cette fois-ci, et qui proviennent des archives de 1944, septembre 1944, peu après la tentative d'assassinat manqué qu'on appelle l'opération Valkyrie, où une bombe explose à très peu de distance de Hitler, ne le tue pas, malheureusement, mais après il avait mal à la tête. On peut comprendre, et ces radiographies-là ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi il avait mal à la tête. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a sur ces radiographies un aspect morphologique des prothèses dentaires, on va dire 5 plus 3, 8 mois avant son décès. Et voilà la calotte crânienne, avec l'orifice de sortie de projectile à balles d'armes à feu, éversé vers l'extérieur, fracture de refend, et puis des lésions de carbonisation qu'on voit en périphérie, qui sont assez notables, et qui proviennent de cet éclatement de la boîte crânienne avec l'élévation thermique, cette cuisson du cerveau à l'intérieur, et puis également cette carbonisation assez superficielle liée au kérosène ignifié. Alors, quelques détails, vous avez des dents qui sont éclatées, avec des élévations thermiques toujours, avec des dépôts de sable qui correspondent aux dépôts du sable du trou d'obus à l'extérieur. La formule dentaire qu'on retrouvait sur ces restes correspondait complètement avec la formule dentaire publiée par l'assistante dentaire et par le dentiste, qui étaient chacun chez les soviétiques et chez les américains, et qui donnaient exactement la même formule, au détail près. Et c'est exactement la même chose que ce qu'on observait, nous, sur les dents natives, si je peux dire. Quelques détails encore pour vous montrer que c'était vraiment pas un faux fait a posteriori, mais que c'était vraiment des restes authentiques. Une petite fracture d'usure, si je peux dire. Un jour, dans les petits pois, il devait y avoir un caillou, tout simplement, et ça lui a emporté une partie de ça. Ça, ce sont des traces de bruxisme qui sont assez nettement visibles. Donc,
peut-être une certaine nervosité chez ce personnage historique. Vous avez ici les traces bleuâtres de l'ampoule de cyanure qui a été croquée et qui, avec l'élévation de température, mais également avec la réaction d'oxydoréduction entre le cyanure et l'amalgame métallique, est venue précipiter et cristalliser ces résidus à la surface de la prothèse. Vous avez ici une couronne qui a éclaté avec l'élévation thermique et toujours les petits dépôts de sable qu'on voit dans l'anfractuosité. Ici, vous avez les restes un peu opalescents de la gencive de Hitler et là, les insertions musculaires de Hitler. Et puis ici, du tartre dentaire de Hitler qu'on a été autorisé à prélever, à ramener au laboratoire. Il est d'ailleurs toujours à notre laboratoire et qu'on a examiné au microscope électronique à balayage. Voici un détail de ces dépôts de tartre dentaire qui est, vous voyez, intragingival, donc sous la gencive. Ça provoque un petit déchaussement dentaire. Et là, on a passé des heures et des heures à examiner ça au microscope électronique à balayage, avec Raphaël Weil. Et jamais on n'a pu observer de fibres carnées. On a vu plein de fibres végétales, mais jamais de fibres animales, carnées. Pourquoi? Parce qu'il avait été soumis au gaz moutarde, au dichlore, pendant qu'il était dans la Somme et dans les Ardennes. Et son physicien, à l'époque, c'est le mot qu'on utilisait pour le médecin, lui avait dit dorénavant de rester végétarien, de ne plus manger de viande, pour soulager ses reins, son foie et ses poumons. Et c'est un régime qu'il a suivi à la lettre pendant toutes ces années. Et vous voyez, il avait une bonne observance du traitement qui est visible sur le tartre dentaire. L'autre chose qu'on a mis en évidence également, je vais vous reparler de l'argile. Alors cette fois-ci, ce n'était pas dans les cheveux ou à la surface des cheveux, c'était parce qu'il avait des brûlures d'estomac. Et on a retrouvé plein de petits fragments d'argile qui sont visibles ici sous la forme de ces petits feuillets, ces paillettes d'argile. Je ne sais pas si vous prenez de temps en temps du Maalox ou du Gaviscon, parce que vous avez des brûlures d'estomac. Bah, lui aussi. Il y en avait, des brûlures d'estomac. Lui aussi, il prenait le même traitement. Je crois que c'est le seul point commun que vous avez. Et du coup, eh bien, c'est cette argile, tout simplement, à vocation médicale, médicinale, thérapeutique, qui s'est un tout petit peu déposée à l'intérieur de son tartre dentaire, qui a fossilisé, si je peux dire, et qui est resté visible plus d'une 70 ans plus tard. Donc on a non seulement confirmé l'état de santé de Hitler, on connaît un petit peu plus sur son état pathologique réel, et surtout on a mis à bas toutes ces théories survivantistes disant que Hitler était parti dans un sous-marin en Australie, au Brésil, en Antarctique ou sur la face cachée de la Lune avec Marilyn Monroe, Elvis, Presley et c'est Jérôme. Donc voilà, voilà. Donc on peut vraiment oublier tout ça, et ça c'est une des utilités de notre spécialité. Voilà, je vous remercie.